Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité de ce 23 février 2026. Il y a de cela 8 années que la Guinée et l'Allemagne signaient un accord de coopération sur la gestion des flux migratoires. Le gouvernement d'alors autorisé Berlin à procéder à l'opération. La pause a duré 4 ans et l'Allemagne a décidé d'appliquer finalement les termes de cet accord. Ce lundi, le patron de la diplomatie guinéenne a convoqué un haut responsable de l'ambassade d'Allemagne en Guinée. Et puis le service d'urologie du centre hospitalier universitaire Ignace Dine se modernise depuis quelque temps. L'endoscopie, une chirurgie, est pratiquée de plus en plus lors des différentes interventions. C'est le reportage grand format de cette édition. Enfin, basketball, les Riros sont tombés sur une semaine de compétition qui a démarré en janvier dernier. Au départ, ils étaient au nombre de 8 équipes, mais TSK Basket qui a raflé Dame Coupe au sein des parquets pour cette première édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Depuis septembre 2021, la Guinée vit une transformation majeure à la tête de cette refondation. Le président Mamadi Doumbouya, officier de formation, ancien commandant du groupement des forces spéciales, il s'est imposé sur la scène nationale comme l'artisan d'un nouveau cap politique, réforme institutionnelle, relance stratégique du projet Simandou, repositionnement diplomatique, organisation du retour à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État déroule une vision structurée autour de la souveraineté, du développement durable et de la stabilité. Élu de président de la République le 28 décembre 2025 avec 86,72% des suffrages exprimés, Mamadi Doumbouya ouvre désormais une nouvelle séquence de la gouvernance sous la 5e République. Qui est l'homme derrière la fonction? Quelle trajectoire, quelle méthode et quelle ambition pour la Guinée? Des éléments de réponse dans cet éditorial avec Fatoumata. Du code minier. Transformer localement, créer des emplois, former des compétences et défendre l'intérêt du peuple. Pour la première fois, l'État assume pleinement son rôle de gardien du patrimoine national. Vous avez signé bien sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Dans le reste de l'actualité, modernisation du port autonome de Conakry face à la congestion croissante liée à l'intensification du trafic maritime. La problématique se pose en termes de défis. Le chef du gouvernement Amadou Riba sur le chantier d'agrandissement des quais. Il s'agit de réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de la performance logistique au sein de cette principale porte d'entrée des marchandises en Guinée. Ousmane Bangoura. Face au défi de la congestion portière, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, accompagné du ministre des Transports et des responsables sectoriels, effectue une visite de terrain au port autonome de Conakry. Cette mission s'inscrit dans le cadre du vaste programme d'extension et de modernisation engagé par les autorités portières pour renforcer les capacités d'accueil et fluidifier les opérations. Sur place, la délégation, conduite par le chef du gouvernement, visite successivement le terminal à conteneurs et le port minéralier. Ici, les travaux d'élargissement des quais avancent à un rythme soutenu. La Guinée est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, il y a une forte croissance de l'économie guinéenne. Et face à cette croissance, les ports ont besoin de répondre à ces besoins de l'économie. Et c'est pourquoi, en tant que concessionnaire del port, nous avons mis un vaste programme d'urgence d'investissement au port de Conakry. Nous avons déjà en un temps record réalisé un quai pour déplacer le bateau, le dépôt flottant qu'on avait acheminé vers la Guinée pour répondre aux besoins de la SONAP. Et nous avons encore entamé un grand programme d'investissement, d'extension des quais. Ces quais permettront d'augmenter la capacité du port et d'accélérer la cadence de débarquement des marchandises afin de répondre aux besoins de l'économie. Le port de Conakry a été congestionné. Là, on n'est pas complètement sorti de la congestion. On s'est beaucoup amélioré, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, comme il l'a si bien dit, je ne vais pas répéter les mots du Premier ministre, mais c'était bien de les avoir ici qui constatent effectivement c'est quoi le problème et effectivement qu'on est en train de fournir de gros efforts ici pour remédier le problème. Malgré que le résultat n'est pas immédiat, il n'est pas aussitôt visible parce que c'est la nature de l'activité, c'est des infrastructures. Donc voilà, on continue à persévérer sur cette lancée, à continuer à développer les infrastructures pour qu'on soulage la population et que notre port revienne où on l'a voulu.
Des infrastructures stratégiques appelées à accroître significativement les capacités de chargement et de débarquement des marchandises en réponse à la hausse continue du trafic maritime et aux besoins de l'économie nationale. La Guinée connaîtra aussi d'autres projets aussi structurants que le projet Simandou, donc il faut s'attendre à ce que les quantités de marchandises, la pression démographique deviennent de plus en plus importantes. Et de ce point de vue, il faut qu'on trouve des solutions. Là, on est en train de voir quelles sont les solutions les plus urgentes pour faire face aux difficultés que nous rencontrons. Donc, différentes propositions sont en train d'être mises sur la table. Dans les prochains jours, on pourra expliciter ça encore davantage. J'ai vu qu'il y a des investissements qui sont en train d'être faits ici pour accroître le nombre de quais. De l'autre côté aussi avec AGL, il y a aussi des investissements à faire, mais l'exécutivité de l'espace fait qu'on ne peut pas tout faire sur le port de Conakry. Donc je repars avec le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites et que nous devons améliorer notre capacité de proactivité pour que dans les temps à venir, que ce problème soit derrière nous. Mais ça, ce sera dans le moyen terme. À travers cette visite de terrain, le Premier ministre réaffirme la volonté du gouvernement de moderniser durablement les infrastructures portières, de renforcer la compétitivité logistique de la Guinée et d'offrir aux opérateurs économiques un service plus efficace au bénéfice de l'économie nationale. Comme annoncé dans les titres, il y a de cela 8 années que la Guinée et l'Allemagne ont signé un accord de coopération sur la gestion des flux migratoires. À travers ce acte, le gouvernement d'alors a autorisé Berlin à procéder à l'opération, mais depuis l'avènement du CNRD, le ministre des Affaires étrangères a demandé que l'opération soit arrêtée pour réexamen. La pause a duré 4 ans et l'Allemagne a décidé d'appliquer finalement les termes de cet accord. Ce lundi, le patron de la diplomatie guinéenne a convoqué un haut responsable de l'ambassade d'Allemagne en Guinée, Makeme Donzo, pour plus d'explications. Cette rencontre devrait se passer avec l'ambassadrice de l'Allemagne en Guinée, mais elle est en déplacement pour des raisons professionnelles, d'où la présence de son adjoint, le chargé d'affaires. Le ministre des Affaires étrangères veut faire le point sur cette opération de rapatriement en cours. Dr Morisanda Kouyaté demande qu'elle soit mise en pause le temps de comprendre les conditions dans lesquelles les Guinéens sont rapatriés. L'autre aspect consiste à réétudier l'accord signé en 2018 entre le gouvernement d'alors de la République de Guinée et la République fédérale d'Allemagne. C'est un protocole d'accord entre la République de Guinée et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de migration légale et illégale. C'est ici, oui. Vous connaissez ça? Oui, je le connais, peut-être pas encore en détail, voilà. Comme la consul. Donc il y a ça. Et ce que le président Doumbouya a fait en venant aux responsabilités, c'était de ne pas appliquer ça intégralement. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il fallait respecter la dignité de nos compatriotes. Nous respectons chaque pays, nous respectons la dignité de tous les pays et nous voulons aussi que nos compatriotes bénéficient du respect de leur dignité. C'est pourquoi pendant ces 4 années, malgré toute la pression du gouvernement allemand et de l'Union européenne, nous avons résisté à appliquer cet accord qui est signé. Une commission d'enquête va être mise en place. Elle sera composée de cadres des deux parties pour passer au crible les conditions de rapatriement, mais également tout le processus. Une démarche à laquelle souscrit la partie allemande. Est-ce qu'il y a des cas spéciaux, des cas officiels qui sont lancés par exemple par l'ambassade de Berlin? Parce qu'en Allemagne, on a le système de justice et en tout cas, on va respecter la loi. Très bien. Donc, peut-être, je ne sais pas le cas, mais peut-être on va identifier les cas
je sais aussi, il y a aussi l'information, aussi la désinformation que roule à grande vitesse aujourd'hui avec les médias, sociaux. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes pour faire sûr. Le chef de la diplomatie guinéenne tient au respect de la dignité des compatriotes. Dr Kouyaté comprend les enjeux liés à la problématique migratoire et compte sur l'excellence de la coopération guinéo-allemande pour stopper l'opération de rapatriement et trouver une solution concertée. Ces accords-là qui engagent le gouvernement guinéen, parce que c'est signé par un gouvernement qui était avant nous. C'est la continuité. Mais si nous étions là, nous n'aurions pas signé. On n'aurait pas signé. Mais ça a été signé en 2018, avant nous. Nous endossons les conséquences, mais nous tenons à ce que la dignité des Guinéens soit respectée. Aujourd'hui, nous avons une réaction de nos compatriotes qui viennent et qui nous donnent des informations selon lesquelles ils sont très maltraités. Nous tenons à la partie positive de notre coopération. Et ensemble, nous devons nous battre pour que la partie toxique de notre coopération soit totalement levée, pour que cette coopération continue avec vous. C'est dans ce cadre-là que je vous ai invité à venir. Et comme ça, nous allons travailler ensemble pour faire cette enquête et tirer les leçons. La politique étrangère guinéenne hérite donc d'un vieux dossier qu'elle gère avec tact et diplomatie. Le processus de rapatriement devrait connaître une pause pour permettre la mise en place de cette commission afin de faire la lumière sur le dossier. Les officiers de la 5e promotion de l'état-major poursuivent leur tournée au sein des institutions de la République. Ce soir, nous vous proposons l'étape de la haute autorité de la communication avec les différents commissaires. Les échanges ont porté essentiellement sur le fonctionnement et la régulation des médias en Guinée. Fatouma Tabatouli Diallo, Morlaï Souma. Devant les officiers stagiaires de l'état-major, les commissaires de la haute autorité de la communication présentent les missions et le rôle de l'institution tout en rappelant les principes éthiques qui encadrent le métier de journalisme. C'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que nous avons reçu ces officiers stagiaires, parmi lesquels 11 sont venus de pays étrangers, frères et amis à la Guinée. Nous avons su leur expliquer toutes les charges de la haute autorité de la communication et j'ai remarqué qu'ils ont écouté avec beaucoup d'intérêt et je suis sûr qu'ils en ont tiré des enseignements utiles. Cette session s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens entre les forces armées et les institutions républicaines. À l'issue des travaux, les officiers stagiaires se disent mieux outillés sur les attributions et le fonctionnement de la haute autorité de la communication. L'occasion pour moi d'adresser nos sincères remerciements à l'ensemble du personnel de la HAC à travers son président pour leur contribution à la stabilité nationale. À travers ces deux grands événements que nous venons de traverser, notamment sur le référendum, mais aussi sur l'élection présidentielle qui s'est déroulée sans aucun incident. Par ailleurs, l'organe de régulation intensifie ses actions pour assainir le paysage médiatique dans l'objectif de promouvoir une presse responsable, professionnelle et respectueuse de l'éthique. Nous luttons contre la désinformation, la mésinformation et les discours de haine. Face à ces discours, nous sommes intraitables. Et bien sûr, en même temps, nous faisons la promotion de la presse, nous la protégeons. Mais elle aussi, elle doit exercer dans les limites de l'éthique, de la déontologie et des lois en vigueur. Clôturant la rencontre, le président de la haute autorité de la communication, Boubacar Yassine Diallo, a rappelé la portée symbolique de la salle du 25 août 1958. Elle lui est chargée d'histoire, témoin d'un tournant majeur pour la Guinée, marqué par l'affirmation de sa souveraineté et la consolidation de son identité républicaine.
Au département de l'énergie, on se prépare pour le lancement officiel des travaux de construction du barrage de Fomi. C'est en Haute-Guinée. Les parties prenantes du projet étaient récemment en concertation en présence du ministre de l'énergie et de son homologue du plan, ligne de mire à harmoniser les différentes stratégies dans la mise en œuvre de ce projet. Alassane Tondon Camara, Nabi Camara. Plusieurs entreprises chinoises spécialisées dans la construction des barrages hydroélectriques étaient conviées en fin de semaine à une réunion stratégique avec les cadres du département de l'énergie. Il s'agit précisément de China International Water et Electric Corporation, CWE, TBA, Sino Hydro et IREC. Au cœur de la rencontre, la nécessité d'une mobilisation concertée, rapide et efficace de l'ensemble des parties prenantes au projet FOMI afin de lever les contraintes techniques, financières et opérationnelles restantes pour lancer ces travaux le plus rapidement possible. Nous avons réussi à emmener sur la table toutes les entreprises qui sont intéressées à ce barrage. Donc ça devient une priorité du département pour qu'on démarre cette fois-ci FOMI avec l'ensemble des acteurs qui sont intéressés au projet. Cette réunion marque ainsi une étape décisive dans la mise en œuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de Fomi en Haute-Guinée. Lors du FOCAC 2024, le chef de l'État, son excellent le président Mamadi Doumbouya, a érigé le partenariat entre la Guinée et la Chine comme un mariage. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de partenariats signés. Le projet FOMI rentre dans ce cadre. Cette deuxième réunion a eu vraiment une portée essentielle pour voir comment les entreprises chinoises peuvent se mettre ensemble pour vraiment travailler sur ce projet. 3 entreprises ont déjà travaillé sur d'autres projets. Donc ce sera extrêmement important pour elles pour travailler encore, pour faire sortir un chemin vraiment cohérent pour nous dire quelle entreprise fera quoi, sur quelle étendue, mais c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut revoir le coût du projet pour que ce coût soit vraiment aligné au montant qui est disponible avec la partie chinoise. À travers ce projet FOMI à fort impact régional, la Guinée réaffirme son ambition de renforcer son mix énergétique, de consolider l'intégration sous-régionale et de faire de l'énergie un moteur essentiel de croissance, de stabilité et de prospérité partagée. De son côté, le nouveau ministre des Infrastructures sur certains chantiers de l'intérieur du pays, Fassine Silla, veut connaître le niveau d'exécution de chaque projet routier. Il a aussi visité le corridor Simandou après l'étape de Mamou-Labé. Abdoulaye Rassila, Abakar Junior Kamara. Le ministre des Infrastructures poursuit sa série de visites des chantiers d'infrastructures en cours de réalisation dans le pays. Après l'étape de Labé, cap sur le trajet Mamou-Farana, avant de visiter le projet d'autoroute le long du corridor Simandou de plus de 770 km de bitume en 2 fois 3 voies qui traversera toutes les 4 régions naturelles du pays. Nous veillons à tout ce qui se passe comme ce qui était prévu dans le contrat, au point de vue délai, au point de vue qualité, au point de vue livrable, tout, on veille sur ça. On a commencé réellement au début du mois de janvier. On est à 2 mois, 1 mois et demi, après le commencement des travaux. Donc on est à 5% à peu près, 5 à 7%. Nous avons commencé des travaux de déhassement et encore également des emprises. Il y a beaucoup de travail de déblai, remblai. Et puis nous voulons commencer des travaux de ponts et encore des talons. Ce que nous voulons faire, c'est conformément des échéances de contrat et finir des travaux de bonne qualité dans le délai de contrat. Cette autoroute sera capable de désenclaver les zones rurales de production agricole, rendre aisés les mouvements des populations, stimuler le commerce interrégional tout en renforçant la cohésion économique nationale. Cette route est d'une importance capitale dans la mesure où elle relie la Guinée forestière, la Haute-Guinée à la Moyenne-Guinée. Elle est longue de 185 km, Mamou-Farana. À travers ce que j'ai vu ici aujourd'hui, je peux le dire avec certitude que si nous venons ici dans les prochains mois, on trouvera une forte réalisation et nous sommes très fiers de ce qui est en train de se passer ici. De notre côté, nous allons nous mobiliser et mobiliser toutes les ressources qu'il faut pour que ce projet soit mené à son terme et dans les meilleures conditions. La route Farana-Mamou est dans un état de dégradation très poussé depuis plusieurs années.
Aujourd'hui, la construction de ce patrimoine routier reste et demeure une priorité pour l'État guinéen. Sous les pieds du Mont Loura, le nouveau préfet de Mali a sillonné les différentes communes rurales de sa juridiction. 13 au total dans ces différentes allocutions. Le colonel Mohamed Lamine Camara a prôné la cohésion sociale, le respect des heures de travail, mais surtout la présence obligatoire au service. RTG Labé, Sarafoudine Diallo, Nabila Moussa Camara. Après 4 années passées à la tête de la préfecture de Tougué, le lieutenant-colonel Mohamed Lamine Camara est nommé nouveau préfet de Mali. Pour sa prise de contact, il a sillonné les 13 communes rurales et urbaines de la préfecture. Face aux autorités locales, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux acteurs de la société civile, il a salué le climat de paix ayant prévalu pendant et après le dernier processus électoral. Monsieur le préfet, les populations de Dongel-Sigom me chargent de vous traduire toute leur satisfaction pour votre nomination à la tête de la préfecture de Mali. Et vous souhaite, par ma voix, plein succès dans votre noble et exaltante mission. Au cours de ces échanges avec les populations, le préfet a insisté sur le respect des horaires de travail et la présence effective des cadres à leur poste. Il a également appelé à l'unité et à une vigilance civilo-militaire renforcée qu'il considère comme un pilier essentiel d'une paix durable, gage de tout développement. Le message est clair, c'est de venir transmettre le message de remerciement de notre chef, notre grand leader, le président Mamadi Doumbouya, pour leur contribution à l'apaisement de notre nation et leur adhésion aux idéaux de son programme pour vraiment le bien-être de notre population. Poursuivant sa tournée, le préfet de Mali s'est rendu aux différentes zones frontalières de la préfecture. Une visite destinée à encourager et galvaniser les forces de défense et de sécurité engagées dans la mission de préservation de l'intégrité territoriale. Ici à Conakry, la commune urbaine de Sanoya tient sa double session budgétaire. Il était question pour les membres de cette délégation spéciale de faire le bilan des activités déjà réalisées, les perspectives en cours. La situation des femmes récemment déguerpies a été également débattue dans la foulée. Des espaces leur ont été octroyés pour poursuivre leurs négoces. Alpha Siagaba, Maïmouna Bella Diallo. À Sanoya, l'une des nouvelles communes de Conakry, le développement local figure parmi les priorités des autorités communales. C'est dans cette dynamique que s'est tenue la double session budgétaire de la commune, un rendez-vous stratégique consacré aux grandes orientations et à l'avenir de la collectivité. Pour le compte du compte administratif 2025, un excédent de clôture qui s'élève à 218 126 846 francs guinéens. En termes de recettes, l'an 2025 à Sanoya, qui s'est élevé à 4 milliards 592 116 694 francs guinéens. Et en dépenses au compte de l'exercice 2025, il s'est effectué la dépense de 4 milliards 374 818 848. Au cours de cette session budgétaire, la question de l'assainissement a occupé une place centrale dans les débats. Les conseillers ont également examiné la situation des femmes récemment déguerpies avec des propositions concrètes visant à leur aménager des espaces appropriés pour la poursuite de leurs activités génératrices de revenus. Le président de la délégation spéciale de Sanoya, soucié de ces populations qui ont été déguerpies, a eu à faire des propositions de recasement de ces citoyens dans les différents marchés. Donc, Sanoya, Textile, Fassia, ainsi de suite. Et encore, il a eu à implorer vraiment l'aide des présidents du conseil de quartier, des administrateurs des marchés, à l'accompagner, à dissuader ces femmes qui sont aux artères de la route, afin qu'ils soient dans ces différents marchés pour éviter tout affrontement. L'année 2026 s'annonce ainsi décisive pour les autorités communales de Sanoya. Plusieurs projets et activités sont déjà planifiés afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de renforcer le développement harmonieux de la commune urbaine.
En ce 6e jour du mois saint de Ramadan, nous allons mettre les projecteurs ce soir sur le cure-dent, un compagnon fidèle pendant cette période d'abstinence. L'utilisation de cet objet traditionnel est très prisée en ce moment pour les spécialistes. C'est un instrument d'hygiène bucco-dentaire, mais pour quelle utilité religieuse spécialiste apporte des précisions. Algassi Mouba et l'âge Sekou Sibi, Moussa Bangoura. Le mois de Ramadan, une période où les cure-dents sont très utilisés, des objets traditionnels d'hygiène bucco-dentaire. Ici, au marché de Bessia, de nombreuses femmes comme Makamara arrivent à joindre les deux bouts par la vente de ces outils de brossage des dents. Malgré les difficultés qu'elle rencontre, elle est là tous les jours pour revendre le cure-dent qui est son principal gagne-pain. Nous revendons ces cure-dents au mois de Ramadan. Après le mois, on ne peut plus revendre. Nous allons jusqu'à Koya pour prendre ces cure-dents et venir revendre afin d'avoir de quoi vivre. L'avantage du cure-dent est que ça élimine les microbes et la mauvaise haleine. C'est pour cela que les gens l'utilisent au mois de Ramadan. Dans les marchés comme dans les quartiers, voire même aux alentours des mosquées, en cette période de pénitence, les cure-dents sont très prisés. Pour les religieux, ce sont des instruments qui contribuent à rendre les bouches propres. Le cure-dent a beaucoup d'avantages pour l'homme et dans la prière. Pour faire les ablutions, il faut se brosser les dents avec du cure-dent pour éliminer les mauvaises haleines, ce qui va permettre d'éviter de gêner son prochain. Pour les spécialistes, l'utilisation du cure-dent est bien pour la santé, mais a des méfaits au niveau de l'organe dentaire pour quelqu'un qui est à jeun. Utiliser le cure-dent, c'est une très bonne chose, mais le faire abusivement, ce qui n'est pas une très bonne chose parce que les fibres du cure-dent peuvent s'insérer entre les dents et créer à la longue des problèmes qui vont toucher l'os alvéolaire, la gencive et les fibres qui retiennent la dent. Sur le plan jeune, l'utilisation du cure-dent provoque une grande sécrétion de la salive. Pour quelqu'un qui gêne et qui sécrète beaucoup de salive et continuellement s'expose à des risques de déshydratation. C'est pourquoi les gens doivent utiliser le cure-dent avec beaucoup d'attention et puis le faire le matin et peut-être le soir après le déjeuner. Mais pendant la journée, il serait mieux de minimiser l'utilisation de cure-dent parce que l'hypersialie, c'est-à-dire une forte sécrétion de la salive, peut provoquer une déshydratation. Toujours selon les spécialistes, la sève du cure-dent contient des éléments antibiotiques qui luttent contre les micro-organismes dans la cavité buccale. Avec modération, on peut utiliser le cure-dent comme moyen complémentaire d'hygiène bucco-dentaire. Dans l'actualité également, le service d'urologie du centre hospitalo-universitaire Ignace Digne se modernise depuis quelque temps. À l'endoscopie, une technique chirurgicale est pratiquée de plus en plus lors des interventions. À travers cette chirurgie par voie endoscopique, les médecins peuvent observer, diagnostiquer, parfois même traiter sans recourir à une chirurgie lourde. C'est le reportage grand format de cette édition avec Thierno Maroufba. Au cœur de l'hôpital national Ignace Digne, l'un des plus grands établissements hospitaliers du pays, une avancée majeure transforme la prise en charge des patients en urologie. Il s'agit de l'endoscopie, une technique chirurgicale moderne, moins invasive et plus précise. Dans le bloc opératoire, l'équipe du service d'urologie dirigée par le professeur Oumar Rafiouba s'active autour d'un patient atteint d'une pathologie prostatique. Grâce à une caméra miniature introduite dans l'appareil urinaire, le chirurgien visualise avec une grande précision la zone affectée. Fait remarquable, le patient peut lui aussi suivre l'intervention en temps réel sur un écran au même rythme que le spécialiste. Vous voyez, la tumeur elle est très volumineuse, du coup là on va réséquer en petits morceaux et sortir petit à petit les morceaux qu'on a coupés. Vous voyez ici par exemple, si vous pouvez rapprocher votre caméra. Voilà. C'est ce qu'on appelle des copeaux, hein? Enfin, des tissus réséqués. Je vais essayer de voir si c'est assez clair ici pour vous montrer la tumeur. On a déjà vu la tumeur, là on va essayer de couper.
Hop, là, on est en train de couper. Ça, c'est accolé à l'anse, on va sortir. Les instruments chirurgicaux particulièrement fins et adaptés à cette pratique permettent des gestes plus extrême précision. Résultat, moins de douleurs post-opératoires, une réduction significative des pertes sanguines, un risque d'infection limité et une durée d'hospitalisation plus courte. L'introduction de cette innovation au service d'urologie d'Niasdine renforce ainsi l'autonomie médicale nationale en réduisant considérablement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Les interventions sur l'urètre se font actuellement par endoscopie. Rarement on ouvre un urètre pour régler une sténose urétrale par exemple. Pour ce qui est de la vessie, les tumeurs de vessie, la première tranche se fait par endoscopie. On résèque la tumeur comme vous l'avez vu sur le premier malade. Malheureusement, ce n'était pas une tumeur superficielle, une petite tumeur, c'est une grosse tumeur déjà. On fait cette première étape et lorsque la tumeur n'est pas infiltrante, elle n'a pas évolué, le traitement s'arrête là. On n'a pas à faire autre chose après. Mais lorsque la tumeur est infiltrante, comme celle qu'on a vue là, il faut ouvrir après, enlever complètement la vessie. Pour ce qui est de la prostate, là également on a une possibilité de faire ces résections comme on le voit actuellement, l'intervention qui est en cours. On résèque la partie de la prostate qui bloque les urines pour permettre aux patients d'uriner correctement. Et au cours de l'année écoulée, on a eu 238 interventions sur la prostate par voie endoscopie. Cette modernisation du plateau technique en urologie a également entraîné une augmentation notable du nombre d'interventions réalisées par voie endoscopique. À ce jour, une dizaine d'urologues ont été formés à cette pratique de cette chirurgie spécialisée, garantissant ainsi la pérennité du savoir-faire au niveau local. À date, service d'urologie, vous avez 3 professeurs titulaires, vous avez 3 maîtres de conférences agrégés, vous avez 2 maîtres assistants qui sont d'ailleurs candidats pour le concours d'agrégation de 2026 et 4 assistants. Donc ça veut dire que nous avons un ressources humaines de qualité. Avec ces ressources humaines de qualité, il y a eu des innovations. Parce que on est passé à la chirurgie endoscopique depuis quelques années. En 2020, on avait 20% de chirurgie endoscopique et en 2025, on est à 55%. Par rapport à l'actualité, vous savez, depuis 2024, il y a une prise en charge des fonctionnaires, des retraités par la CNPS. Et sur les 16 patients de la CNPS qui ont été opérés à l'hôpital de Niasdine, 9 l'ont été par voie endoscopique. Donc ça veut dire que si nous avons les moyens pour travailler, nous avons vraiment les ressources humaines pour le faire. Avec l'introduction de l'endoscopie, l'hôpital national Niasdine confirme sa position d'établissement de référence en matière de chirurgie dans le pays. Un signal fort pour l'avenir du système de santé guinéen où l'innovation technologique et expertise locale avancent désormais main dans la main. Plus de 15 ans après les événements du 28 septembre au stade du même nom, une nouvelle étape judiciaire vient d'être franchie dans ce dossier. Le tribunal de Dixine, saisi dans le cadre d'un second procès, a rendu sa décision en prononçant un non-lieu en faveur de 3 accusés. Abakar Rami Kamara, Thierno Younoussaba. La mise en liberté des accusés Jean-Louis Pogomou, Georges Olemou et Thomas Toiro. Dit et juge que la question de la prescription ne saurait être examinée par notre tribunal car sans objet. Renvoie le ministère public à mieux se pourvoir, mais les frais et dépend à la charge du trésor public. Enfin, le bout du tunnel pour 3 accusés dans l'affaire du 28 septembre 2009. Le tribunal de Dixine, qui tient un deuxième procès dans ce dossier, a annoncé un non-lieu ce lundi en faveur de Georges Olemou, Thomas Toiro et Jean-Louis Pogomou, mettant ainsi un terme aux poursuites engagées contre eux dans les événements malheureux. Une décision judiciaire dans ce type de procès est généralement sollicitée par les avocats de la défense lorsqu'elle estime que les charges sont insuffisantes. Nos clients ont été libérés purement et simplement par la justice guinéenne. C'est une victoire de toute la justice guinéenne sur l'arbitraire. C'est un message qui est lancé à la population, à l'opinion publique,
aux étudiants de Troyes pour dire qu'il y a de l'espoir lorsque tout vacille. Il y a des hommes qui peuvent décider, qui peuvent dire non quand il est de Troyes. Et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui. Du côté de la partie civile, la décision passe mal. Ses représentants estiment que le jugement rendu par le tribunal ne repose pas sur des bases juridiques solides et annoncent envisager les voies de recours prévues par la loi. Le tribunal avait l'obligation de discuter les moyens présentés par la partie civile, mais en refusant de discuter les moyens qui ont été présentés par la partie civile, le tribunal a manqué son obligation d'observer la neutralité entre les parties. Le fait que le pourvoi déclaré irrécevable par la Cour suprême, c'est un pourvoi exercé contre un arrêt rendu en 2022 et que cet arrêt n'existe pas dans ce dossier, on a évoqué cela. Le tribunal n'a pas discuté ces moyens-là. Nous avons aussi évoqué le fait que toutes les parties ont fait un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu par la deuxième chambre et que le pourvoi a un effet suspensif. Tout cela n'a pas été discuté par le tribunal. Après plusieurs années de procédure, cette décision synonyme de liberté a suscité un profond soulagement au sein du camp de la défense. Avocats et proches des accusés n'ont pas caché leur satisfaction. Dans le box, l'émotion était palpable. Les regards soulagés traduisaient la fin d'une longue attente judiciaire. À Nabaya, une campagne de vulgarisation des textes de loi est lancée par le procureur général dans le ressort de la cour d'appel de Kankan. Marouane Baldé a effectué une tournée pour expliquer l'esprit des différentes dispositions aux populations locales. La première étape concerne les jeunes de Baté pour intensifier la diffusion dans les 57 quartiers. Djamokaba. Hors des cours et tribunaux, le parquet général de Kankan prône une justice exemplaire. Priorité phare de son agenda, vulgariser le contenu de tous les textes de loi du pays pour mieux édifier les justiciables. Les communications en français et en langue du terroir ne laissent aucun code du droit commun. Avantage, limiter les infractions pour une société juste et équitable. Nous avons pris cette initiative tirant les leçons d'application de la loi pénale dans le ressort de la cour d'appel de Kankan. Nous sommes rendus compte qu'il faut aller vers les citoyens, procéder à des échanges, à des rencontres avec les citoyens, surtout les jeunes, leur faire comprendre ce que c'est que la loi, leur faire savoir qu'ils ont des droits mais aussi des devoirs, des obligations, leur faire comprendre que la justice est un service public au même titre que les autres secteurs de l'État. Cette première sortie concerne la couche juvénile de Nabaya, représentée par les chefs de quartier. Entre curiosité et engagement, chacun se fait entendre pour encourager la diffusion au sein des 57 quartiers. Une totale adhésion des jeunes pour aussi multiplier la dénonciation. Nous sommes contents d'avoir reçu ces informations sur nos droits et devoirs. Auprès de nos familles, on va contribuer activement à la vulgarisation de ces textes de loi. Première source de renseignement, les populations sont invitées à coopérer pour renforcer le schéma d'alerte afin de lutter efficacement contre la délinquance. Lire et comprendre le contenu des codes civils et procédures pénales, une nouvelle feuille de route du parquet général de Kankan pour les rendre accessibles à tous. Embarquons à présent pour ce voyage au cœur de la foi dans la cité sainte de Dinguiraye. Là-bas, la lecture du Saint-Coran est portée sur une dimension dénommée Wazifa. Plus qu'une simple lecture des textes sacrés, c'est l'exploration spirituelle pour l'édition 2026. La spiritualité islamique comme voie vers l'atteinte de la paix intérieure, la quiétude sociale et le développement économique et le thème retenu. Sur les pas des caravaniers, Abdul Karim Kamara. Au clair de la lune, dans le district de Mbone, cet endroit force l'admiration du passant. Chacun muni d'une planchette, les enfants du village mémorisent le Coran, un des héritages laissés par El Hadj Oumar Tall dans tout Dinguiraye. Mais depuis près de 100 ans, une dimension portée sur les invocations appelées Wajifa est née de cette tradition et embrassée par tous les villages de la préfecture. Nos ancêtres ont adhéré depuis le Fouta Tourou, le Zikr, vers le Tidjane, avant de venir même à Dinguiraye.
c'est pour qu'on se rapproche davantage de notre Créateur, notre Seigneur. C'est un message pour toute la communauté musulmane. D'Albama, l'association des anciens élèves et amis de l'école coranique remet le couvert de la Wazifa en 2026. De Gando à Herako, en passant par Mbone ou encore Hansangere, c'est un voyage au cœur de la foi doublé d'exploration spirituelle. Nous faisons les bénédictions pour la paix. On sait que nous sommes tous musulmans et les bénédictions vont à l'envers de tout le monde. C'est pourquoi nous initions cela chaque année. C'est parce que c'est ce qui réconcilie les familles, les parents, les frères et tous les Guinéens dans l'ensemble. Contre vents et marées, la même tradition est pratiquée à Kalinkor, Dinguiraye, Dar Salam, Wendukadio, comme pour dire que le Coran demeure une source de guidance durable. Quand on entend parler de la préfecture de Dinguiraye, tout le monde connaît que c'est une ville sainte vraiment de l'islam. Donc elle doit se concrétiser toujours par ces cérémonies religieuses. Nous sommes toujours prêts à accompagner ces cérémonies partout au niveau de la préfecture de Dinguiraye. Jalousement préservés par les trois grands groupes sociaux de Dinguiraye, à savoir Toro, Yirla et Ngenar, la Wajifa est pour eux un miroir reflétant les questions et les aspirations intemporelles de l'âme humaine. Protection des femmes et filles sous l'espace numérique, le CPDH, à travers son projet Livre et Avocats sans frontières France, le club des jeunes filles leaders de Guinée mène la croisade. Des élèves et spécialistes se réunissent pour échanger sur les défis liés au VBG, sur les réseaux sociaux et les moyens de lutte contre l'impunité numérique. Son enseignant. Promouvoir un Internet plus sûr pour les femmes et les filles et lutter contre l'impunité des auteurs de violences basées sur le genre, c'est l'objectif de la causerie éducative organisée à Conakry par le CPDH en consortium avec Avocats sans frontières France et le club des jeunes filles leaders de Guinée. Placé sous le thème réseaux sociaux et VBG, comment protéger les femmes et les filles face à l'impunité numérique. L'objectif, c'était d'outiller les jeunes filles, les jeunes garçons, membres des différents clubs pour qu'enfin ils soient nos ambassadeurs auprès des collègues, élèves et amis, pour qu'enfin s'il y a des cas de violence basés sur le genre qui sont perpétrés sur ces réseaux sociaux, qu'on puisse directement les référencer et pouvoir légiférer. La thématique qui nous réunit, les réseaux sociaux et VBG. Comment protéger les femmes et filles face à l'impunité numérique s'inscrit au cœur des préoccupations contemporaines. Elle interpelle notre conscience collective, notre responsabilité citoyenne et notre devoir de protection envers les plus vulnérables. Au cœur des échanges, le cyberharcèlement, le chantage en ligne, la diffusion non consentie d'images intimes et d'autres formes de violence numérique. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, il est important pour nous de sensibiliser et d'échanger avec les jeunes filles sur l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un couteau à double tranchant. Les objectifs que nous nous sommes assignés seront véritablement mis en œuvre, d'autant plus que ces ils ont fait preuve déjà de compréhension. Les discussions ont permis d'identifier les différentes formes de VBG en ligne, d'expliquer les mécanismes juridiques existants pour dénoncer et sanctionner ces actes, mais aussi d'encourager les victimes à briser le silence. Un message fort est lancé, promouvoir un usage responsable, sécurisé et respectueux des réseaux sociaux. Sport, school, fitness dans les établissements et campus universitaires de Conakry, c'est la période des demi-finales sur 100 écoles et universités concernées. Une vingtaine est déjà qualifiée pour cette phase. Les futurs champions bénéficieront d'un accompagnement de la part de la structure organisatrice One Fitness. Maria Madialo. Quelques jours après son lancement, la compétition sur One Fitness est à la phase des demi-finales. Une compétition nationale qui implique plusieurs écoles et universités de la capitale. Objectif, encourager la jeunesse à pratiquer le sport pour le bien-être et pour plus d'efficacité dans la performance en milieu scolaire et universitaire. Et cette future génération, elle ne peut être formée avec que la santé. Cette santé, elle est physique, mais elle est aussi mentale.
C'est pour cela cette activité de compétition que nous avons mise en place pour accompagner toute la population guinéenne en tant que telle, mais aussi spécifiquement les élèves, les étudiants et quelques professeurs parmi les 100 écoles en République de Guinée choisies qui seront suivis dans cette salle de gym de façon gratuite. Sur les 100 écoles et universités concernées, une vingtaine a son ticket de qualification pour cette demi-finale. La compétition s'est déroulée dans la salle de gymnastique de On Fitness, ici à Koza. Le sport aide les élèves à réduire le stress et l'anxiété, améliorer la concentration en classe, développer la confiance en soi, apprendre à gérer les émotions, notamment face à l'échec. Le sport est un langage universel que tout le monde comprend. C'est pourquoi il peut jouer un rôle essentiel dans la construction de la paix et de vivre ensemble. D'abord, le sport favorise le dialogue entre les communautés. La finale est prévue pour le 15 mars dans cette même salle et les gagnants des différentes écoles et universités seront accompagnés financièrement dans leur éducation et bénéficieront également d'un suivi de la part des coachs sportifs de la structure concernée. Enfin, basketball, les rideaux sont tombés sur une semaine de compétition qui a démarré en janvier dernier. Au départ, ils étaient au nombre de 8 équipes, mais TSK Basketball qui a raflé Dame Coupe au sein de ses parquets pour cette première édition. Voyons tout cela avec Sekou Souma et Mamadi Dekouyaté. L'objectif de ce tournoi était de valoriser le basketball à la base et de tisser les liens d'amitié et de fraternité entre les pratiquants de ce sport. Et force est de constater que cet objectif a été atteint grâce à la présence de plusieurs acteurs du basketball guinéen. Nous avons organisé 2 tournois en moins de 2 mois à Conakry. Les prévisions qui viendront, c'est d'aller loin, au-delà de Conakry, dans les régions Haute-Guinée, Guinée forestière, Basse-Guinée et Moyenne-Guinée. Nous voulons vraiment que les jeunes talentueux qui sont dans ces zones montrent leur capacité technique et ce qu'ils ont appris dans le basket. Et on fera un camp de basket pour vraiment réussir à trouver des joueurs. Mon but dans le basket, c'est d'aller loin, jouer dans d'autres pays, montrer du monde entier que le basketball guinéen aussi a évolué et ça vaut quelque chose. Avec la nouvelle fédération et tout, il y a eu beaucoup d'évolutions telles que le championnat de 1 et tout. Les matchs ont été disputés dans l'enceinte de l'école Koumandianketa qui accueille les supporters et les joueurs dans une ambiance conviviale et sportive. Après des matchs intenses, c'est l'équipe TSK Basketball qui a remporté le tournoi devant les autres équipes participantes. Je tiens à remercier beaucoup, surtout le président de cette initiative. Ces jeunes sont donnés à fond, il n'y avait pas eu de bagarre ni rien. Le sport, c'est bon, mais les études, ça passe d'abord en premier. On a créé cette initiative-là, c'est juste pour maintenir les jeunes. L'objectif est de vraiment les éviter les lieux malsains. Donc ça fait plaisir aujourd'hui que ce tournoi qui a duré sur 2 semaines, qu'aujourd'hui finalement qu'on ait un champion qui est TSK. On les félicite, on les encourage à redoubler encore plus d'efforts. Le tournoi qui a réuni 8 équipes de basketball de la place a été marqué par des matchs intenses et une ambiance conviviale. Les supporters ont été nombreux à se déplacer pour encourager leurs équipes favorites et les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un spectacle de qualité. Et c'est ainsi que se termine ce journal. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.